Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Et nous retrouvons Radouane Koura qui revient des États-Unis. Bonjour Radouane. Bonjour Maud. Cette semaine, vous allez nous parler d'un champion. Oui, un champion, notre champion à tous. Est-ce que vous connaissez Thomas Guénolé? Ah oui, le nom me dit quelque chose, oui. C'est le gars qui disait précisément dans votre studio la semaine dernière face à Jean Messia. Thomas Guénolé, il disait ça. Justement, je me suis exprimé là-dessus et moi j'ai dit que j'ai un point d'alerte sur le fait d'utiliser la qualification pénale de génocide, qui est une qualification pénale de droit international concernant la Palestine. Je fais une incise là-dessus. C'est-à-dire que pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait l'intention d'éliminer en l'occurrence un groupe ethnique ou religieux, tout ce que vous voulez. Dans les deux cas, ça revient au même en nombre de morts, entendez-moi bien. Mais il faut le critère de l'intention. J'essaie juste d'être rigoureux. Voilà. Donc je n'emploie pas génocide à tort et à travers, c'est tout à que votre ce soit honneur. la Palestine ou la Vendée. Là, Maud, vous vous êtes sans doute dit waouh, quel homme de conviction, quel Thomas, quoi. Oh oui. Mais attendez, mercredi soir, le même Thomas Guénolé, sur le plateau de TPMP, chez notre ami Cyril Hanouna, il disait justement ça. Je ne sais pas si vous mesurez l'horreur de ce type de chant. C'est ma première chose. Ce qui se passe en Israël-Palestine, ce n'est pas une guerre, ça s'appelle l'apartheid et le génocide. Et en situation d'apartheid et a fortiori en situation de génocide, le boycott sportif massif. Alors ne le jugez pas, Maud. Oh non. Peut-être que Thomas est opinion fluide, vous savez, c'est un peu comme gender fluide, sauf qu'elle change d'opinion. Le matin, elle pense noir, le soir, elle pense blanc. C'est n'importe quoi. Mais opinion de fluide, mais c'est une nouvelle catégorie, ça? C'est une nouvelle catégorie, mais vous savez, à ce rythme, Thomas, il faudrait peut-être lui offrir un GPS idéologique. À 200 mètres, veuillez prendre la 4e sortie au rond-point avant de faire un demi-tour. Non mais c'est quoi ça? Qui a eu mes trucs? Pardon Maud, c'est mon application GPS. Thomas Guénolé. Suivre Thomas Guénolé, c'est un vrai casse-tête. On est obligé d'avoir un GPS. Le mec a commencé à l'UDI, à droite, il conseillait Jean-Louis Borloo, il est passé au centre-gauche avec Nouvelle Donne. Ensuite, hop, chez les Mélenchonistes et aujourd'hui, il conseille Arnaud Montebourg. Bon, il a fait tous ces changements en un temps record en 8 ans, Maud. Ah oui, effectivement. Mais d'accord, mais ça fait beaucoup certes, mais on peut peut-être penser que ses convictions ont juste évolué avec le temps, Radouane. Non, Maud, c'est comme vous en amour, Thomas Guénolé, en réalité. C'est des feuilles mortes dans le vent, ça vole dans tous les sens, mais ça ne se pose jamais. Je sais pas où vous en êtes Non. dans votre... Mais Maud, vous avez complètement perdu le fil, et là, normalement, vous devez me parler de la censure, me dire la tourner la censure, page. mais oui, mais bien sûr, Maud, on se croirait sur C8, les moyens sont très restreints, mais Ça c'est ne va quoi plus. ces moyens? Oui, il veut censurer qui, Thomas Guénolé? Vous savez, Thomas Guénolé, c'est un censeur, un homme qui est pour la censure, le docteur Guénolé, puisque c'est important de préciser son titre, il vous le rappellerait de toute façon, il est attaché à son titre, il veut qu'on l'appelle docteur, il veut interdire le premier parti de France, le Rassemblement National, la première force politique à l'Assemblée nationale. Mais pas de panique, c'est pour sauver la démocratie. Ouais. Vous voyez, Maud, c'est un peu comme dire voilà votre choix, mais en fait, Oui. non. Mais c'est pas en effaçant des millions de voix qu'on sauve la démocratie, si? Exactement. En plus, personne ne fait ça. On est en France. Mais regardez quand même le Rassemblement National aux dernières législatives. Vraiment, personne ne fait ça. 12 millions d'électeurs, le NFP 8 millions, les macronistes 6 millions, LR 2 millions. Et puis Emmanuel Macron a nommé Michel... non, mauvais exemple, Maud. Au secours. Mais bref, c'est comme si on déclarait on interdit tout ce que j'aime pas. Et pourtant, Thomas, c'est un résistant. Tenez, il y a quelques jours, sur le plateau de Touche pas mon poste, il est venu avec un kéfier qui dépassait un peu de sa veste. Après l'émission, il a posté sur X je suis venu avec un kéfier, j'ai soutenu les Palestiniens. En expliquant que c'était un acte de soutien au peuple palestinien. Vous savez, un acte de résistance. Oui, bien sûr. Selon Thomas, mais bon, chacun à son échelle de résistance. Finalement, Nelson Mandela a fait 27 ans de prison, Thomas Kéfier a fait 27 minutes avec un kéfier dans sa poche, quoi. On n'a pas les mêmes références de résistance, c'est sûr. Puis, malheureusement, mon cher Thomas, je te le dis, tu resteras en Ligue 2 des gauchistes, parce que pour moi, le numéro 1, le véritable gauchiste, le gauchiste sincère et originel, ça restera Gilles Verdez. Lui, au moins, il est sympa. Toi, Thomas, tu resteras un intermittent des idées. Oh, merci Radouane. Merci, Maud. C'est beau. L'addition.
Vous êtes en très grande forme ce matin. Ouais, j'ai travaillé. Non, mais vous Je suivez travaille bien pas en souvent, tout cas. mais j'ai travaillé. Bon, personne ne dit ça. On salue quand même Thomas Guénolé, qui est partenaire du jeudi, évidemment, parce que les débats restent toujours les bienvenus sur Ligne Droite. On lui fait carrément un gros bisou, bien sûr. Non, mais effectivement, Thomas Guénolé qui a débattu avec Jean Messia à notre antenne la semaine dernière, qui redébattra jeudi en direct, cette fois avec Jean Messia, sur un autre thème. Mais alors, donc là, il y a beaucoup de moqueries ce matin. Est-ce qu'il faut le prendre au premier degré, Thomas Guénolé ? Oh non, on ne prend pas au premier degré un clown, c'est un persifleur. Non, parce que quand il parle, par exemple, justement, d'interdire le Rassemblement national, c'est le thème de son dernier livre. Donc, il faut pas le prendre au sérieux. Ça, de toute façon, nous, on ne prend pas vraiment au sérieux. Mais... la proposition, je ne sais pas s'il faut prendre Thomas Guénolé au sérieux, c'est un agitateur. Par contre, la proposition, j'imagine qu'il le pense réellement. Et non, c'est une proposition qui est tout sauf sérieuse. Vous imaginez interdire le premier parti de France, le parti sur lequel 12 millions de Français placent leurs espoirs aux dernières législatives, le parti dont la tête principale, Marine Le Pen, pourrait être condamnée. On priverait les Français d'une offre politique de premier plan. Parce que Thomas Guénolé considère que le Rassemblement national est dangereux. Oui, mais Thomas Guénolé considère ce qu'il veut. Est-ce qu'il considère que la France insoumise est dangereuse ? Ça, c'est limpide. À la France insoumise, il y a des gens qui sont réellement dangereux. Est-ce que Thomas Guénolé considère que Sophia Chikirou est dangereuse ? Elle est elle-même sous le coup d'accusation. Bon, je pense qu'il vous dirait que oui, car il a un litige aujourd'hui avec la France insoumise. Il était candidat en 14e position, vous savez, en 2019, sur la liste de LFI. Aujourd'hui, ce temps semble loin. Il passe les journées à défoncer Mélenchon sur les plateaux TV, non pas par conviction, mais parce qu'il a un litige personnel avec eux. Ouais. Ce qu'on peut se dire, en tout cas, c'est vrai que c'est peut-être que la mode est en tout cas à taper sur le Rassemblement national, évidemment, taper sur par exemple la chrétienté, puisque lui il l'a évidemment beaucoup fait, alors que ce soit à notre antenne la semaine dernière ou sinon sur TPMP en parlant notamment de Razier Montmartre, on s'en souvient. En l'occurrence, le Sacré-Cœur, je crois. Le Sacré-Cœur, oui. Montmartre, ça fait beaucoup quand même. Hein. Pardon. En tout cas, il expliquait donc pour interdire le Rassemblement national, il disait donc voilà que c'était vraiment prévu. Donc là, c'est ça qui est pensé, c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est que peut-être qu'il le dit pour faire le buzz. C'est une presque évidence, mais en tout cas, ça reste réfléchi dans le sens où il dit voilà, c'est prévu par tel article de tel code de sécurité intérieure pour tel motif d'interdiction, en l'occurrence provocation à la discrimination et à la haine, en l'occurrence envers la population d'origine maghrébine. Donc il essaye en tout cas de justifier ses positions effectivement plus que maladroites, vous l'avez bien dit, puisque le Rassemblement national, bon, on peut le rappeler évidemment 11 millions d'électeurs, mais c'est vrai qu'on pense que c'est plus pour le buzz qu'autre chose, même si ça reste réfléchi. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, le buzz aboutit à un programme politique quand même. Parce que interdire le Rassemblement national, je crois qu'il y avait une proposition de loi ou quelque chose de la France insoumise justement dans ce sens. Donc en fait, ça vient pas de nulle part non plus. Ça ne vient pas de nulle part, mais la France insoumise est également dans une posture. Moi, ce qui m'amuse, c'est que pendant toute la semaine, on a eu des tas et des tas de députés insoumis qui disaient c'est génial, il faut que Marine Le Pen soit condamnée. Il y a quelques jours, le grand chef de la France insoumise, Mélenchon, a dit non, faut pas que Marine Le Pen soit condamnée. Parce que justement, la députée Sophia Chikirou, qui est la compagne, ou du moins l'ex, je ne sais pas la vie privée, la vie sexuelle de Mélenchon et de Chikirou. On n'a pas envie de savoir. On n'a pas envie de savoir d'ailleurs. Et sous le coup elle-même d'accusations qui sont assez lourdes. Ouais. Mais je crois sincèrement que s'il n'y avait pas d'accusations du côté de LFI, Mélenchon appellerait également à la condamnation et au blâme de Marine Le Pen. Ouais. Alors ça permet aussi d'évoquer ce qu'a dit Jordan Bardella dans une interview hier ou avant-hier au sujet justement de la légitimité des responsables politiques. Peuvent-ils se présenter à une élection s'ils ont été condamnés ? Alors ça la fout mal, hein, parce que Marine Le Pen est justement en pleine enquête, en plein procès des assistants parlementaires. Moi, ça va peut-être vous surprendre, mais je pense qu'en démocratie, c'est le peuple qui décide. Si le peuple a envie de voter pour un dealer, on a bien Louis Boyard est dealer. Il n'a pas été condamné, mais il est dealer, il est à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui est Est-ce que toutes les peines se valent ? Non, toutes les peines ne se valent pas. Mais à l'Assemblée nationale, on a des personnes qui ont été condamnées aujourd'hui, Maud. On a d'autres personnes qui, elles, n'ont pas été... Qui elles n'ont pas été condamnées et qui finalement finalement pourraient être condamnées au vu de leur déclaration. Louis Boyard finalement c'est un plaidé coupable. On a Raphaël Arnaud qui lui-même est fiché S. Qu'est-ce qui est plus grave, ces postures-là
où Marine Le Pen, qui est accusée d'avoir utilisé des assistants parlementaires du Parlement européen au service du RN, François Bayrou a eu les mêmes accusations, Mélenchon a eu les mêmes accusations. La grande question qu'il faut se poser, c'est quand vous êtes l'attaché parlementaire d'un député européen qui plus a des fonctions dans un parti politique, vous êtes l'assistant d'une personne. Maud, si demain vous voulez un rendez-vous avec Marine Le Pen, vous allez passer par l'assistant de Marine Le Pen. Oh non, vous n'allez pas vous emmerder. Oui, parce que vous êtes une personne importante, Maud. Mais Marie, qui est importante, mais moins importante que vous, sur cette matinale, sinon... passera sans doute par l'assistant de Marine Le Pen. Mais comment on différencie l'assistant de Marine Le Pen au Parlement européen, l'assistant de Marine Le Pen au Rassemblement national? C'est un débat qui est ridicule. Oui, et Mélenchon et Bayrou ont exactement les mêmes accusations dans leurs partis respectifs, à savoir le MoDem et la France Insoumise. Je précise justement pour Louis Boyard qu'effectivement, il était... Non, bientôt. Il était dealer. Ils s'en est vanté en tout cas sur des plateaux. Oui, il l'avait dit lui-même. Il l'avait dit face à moi d'ailleurs. Ah, vous étiez là. C'était vous en fait qui Quel souvenir, quel grand moment de télévision. Oui, c'était un moment de radio. Mais la radio est filmée, du coup on peut parler de télévision. C'était radio... C'était à Beurre FM puis à C8. Il y a eu un round de 2 et puis ah oui, effectivement. On peut faire un round de 3 Radio Courtoisie, mon cher Louis, si tu nous écoutes. Et puis maintenant c'est Andy Kerbra qui est dans la tourmente, si j'ose dire. Vous le savez, en fait c'est tout un circuit les filles. Il y a le dealer, il y a le consommateur, c'était un circuit court finalement, c'est le consommateur, le producteur... Grande forme, hein. Non, mais pour revenir sur ces procès, c'est vrai que la position, en l'occurrence, Jordan Bardella est assez compliquée parce que dire une chose pareille, alors que justement on le voit, par exemple, vous rentrez des États-Unis, Radwan Kourak, Enfin, quand on pense à Donald Trump, on pense évidemment à l'homme à abattre, en tout cas par les juges, puisque sa campagne a été marquée, martelée, rythmée en tout cas par des procès iniques, totalement iniques, en l'occurrence. Donc, c'est vrai que dire une chose pareille au moment où, au contraire, on le voit bien, le peuple américain a choisi d'une certaine manière de faire abstraction de tous ces procès totalement politiques contre Donald Trump, comme ce que peut subir Marine Le Pen aujourd'hui, comme ce qu'a subi Zemmour, évidemment. C'est assez compliqué. Finalement, c'est peut-être qu'il continue, j'ai envie de dire, c'est contre-productif. Cette méthode-là, Donald Trump était l'homme à abattre, la cible numéro 1. Il a été élu président pendant des années. Le Front National, avant de s'appeler Rassemblement National, était pointé du doigt. Aujourd'hui, ça prend plus de temps en France. Ça prend plus de temps, mais finalement, c'est une stratégie de diabolisation. On diabolise les gens et les gens continuent à monter. Le peuple n'est pas dupe. Est-ce que on a beaucoup parlé avec ces réquisitions du parquet à l'encontre de Marine Le Pen, on parle de coup d'état des juges. Vous reprendriez, vous, cette définition ? Non, j'aime pas, moi, parler de coup d'état des juges, parler de coup d'état de la justice. Je pense que la justice doit faire son travail. Je ne commenterai pas, Madame Koffler, une décision de justice. Mademoiselle. Même quand ça n'existe plus. Même progressiste. Ici, ça existe. Même quand la procureure, en l'occurrence, c'est quand même un mot qui était très fort lors du procès la semaine dernière, qui expliquait, donc une procureure de la République, je pourrais vous donner la relax, mais ça me fait trop de mal. Non, mais c'est très grave. Mais ça, c'est une autre problématique. On va pas commenter de décision de justice, mais en l'occurrence, il y a tout le système judiciaire qui est à revoir. Quand vous voyez les positions du syndicat national de la magistrature, vous connaissez leur position politique, vous savez pour qui ils votent. Ces gens font des tribunes, mais ces gens devraient être non pas condamnés au silence, mais devraient respecter ce devoir de neutralité. On ne peut pas être jugé parti. Oui, c'est ça. Liselotte Dutreuil. On parle beaucoup là de la justice dans le milieu politique, mais ça va même au-delà, puisque justement, on voit que là, il serait peut-être question d'interdire des manifestations d'hommage à Thomas. Et là, on touche vraiment le français, le simple citoyen qui veut simplement vivre son engagement ou alors partager ses idées dans la sphère publique, ce qui normalement est un droit qui doit être garanti, et on voit que certaines idées ne sont plus admises. D'un autre côté, on a Raphaël Emma qu'on a reçu cette semaine qui nous expliquait que justement, face à ça, face à cet acharnement judiciaire et aussi face à un camp adverse qui est loin d'être irréprochable, quand on est attaqué justement par des gens vicieux, finalement, ça nous donne aussi d'une certaine façon quelques qualités, puisqu'on se définit en opposition à ces gens, et donc il en retirait, lui, une certaine fierté et probablement une certaine crédibilité face aux Français. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, vous avez beaucoup parlé, bravo. C'est l'addition, moi je balance tout. C'est une belle affirmation, question, non mais je suis assez d'accord avec vous. Je veux bien votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Je vais vous le donner, Comme ça on donne l'impression que c'est une question. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous venez de dire dans l'affirmation, ensuite je vais répondre à la question. Vous pouvez contredire. Non mais je partage totalement ce que vous venez de dire. Moi je ne comprends pas que dans ce pays il y a un 2 poids 2 mesures. On parle de potentielle interdiction de manifestation hommage à
Thomas, à Philippines ou à d'autres. Certainement, on peut parler de francocide, mais on va autoriser des manifestations de soutien qui ne disent pas leur nom, des manifestations de soutien on les présente comme manifestations pro-palestiniennes, mais en réalité, c'est des manifestations dans lesquelles on soutient des repris de justice qui appellent à l'intifada dans Paris. Mais écoutez, les décisions préfectorales, c'est quoi la préfecture? C'est l'État. Qui donne les ordres, qui décide d'interdire ou non des manifestations? C'est Bruno Retailleau, mais c'est bien qu'on ait l'occasion de rebondir sur ça. Moi, ça m'amuse. Depuis plusieurs semaines, on a beaucoup de personnalités de droite qui s'extasent et qui jouissent devant Bruno Retailleau, très, très, très heureuses, très, très fières d'avoir Bruno Retailleau. Mais je ne vois aucune différence entre les annonces de Bruno Retailleau et celles de Gérald Darmanin. Bruno Retailleau parle de mexicanisation. Darmanin parler de propos utiliser les mêmes termes en 2020. Or, Darmanin était également plein d'espoir et plein d'ambition. Rien n'a changé. Aujourd'hui, on veut des actes. Et puis ces potentielles interdictions, si elles sont avérées, ce sera scandaleux. Et je pense qu'il faudra arrêter avec ce fantasme de Retailleau qui va rétablir l'ordre dans les rues. Et Retailleau, le grand sauveur. Retailleau, l'homme de droite. Puisque vous parlez de manifestation, il y a aussi la manifestation de Nous Toutes qui arrive samedi. On vous rappelle, Nous Toutes, c'est une association, un collectif de féministes de gauche, de néo-féministes qu'on dit, qui ont toute la légitimité de défiler en disant que l'homme blanc est le principal prédateur pour les femmes. Enfin bref, en fait, l'emmerdant avec la morale, c'est toujours la morale des autres. Je sais plus qui disait ça, mais je trouve ça génial comme phrase. C'est toujours la morale de la gauche. Et bon, bref. Là, c'est moi qui m'égare, là. Je vous en prie, allez-y. Non, mais ça m'exaspère parce que, vous voyez, un collectif Némésis, par exemple, ne peut pas manifester parce qu'ils vont se faire attaquer, ils vont se faire tabasser. On a vu des images invraisemblables. D'ailleurs, lors du tragique assassinat, meurtre de Philippines, le seul collectif qui a organisé des manifestations, qui a organisé le soutien à Philippines, c'est le collectif d'Alice Cordier. Ce sont les nouvelles féministes. Exactement. C'est le collectif Némésis, c'est les nouvelles féministes. Je ne sais pas où elles sont, ces féministes dites mainstream, ces féministes classiques. Je ne sais pas ce qu'elles faisaient. On a été aux manifestations, on ne les a pas vues. Mais pourquoi on ne les voit pas? Mais parce que qu'est-ce qui dérange? Mais non, parce qu'elle considère, parce que en réalité, lorsqu'il y a un problème, on pointe l'agresseur. Si l'agresseur de Philippines avait été blanc, je vous assure que tout le monde aurait manifesté. La problématique, c'est que l'agresseur était sous OQTF et que ces organisations féministes ont des pudeurs de gazelle et n'osent pas les manifester, non seulement pour rendre hommage à Philippines, mais pour demander l'exécution de ces OQTF qui mettent en difficulté les femmes. 50 personnes sous OQTF en 2023, Maud, ont violé ou tué des femmes françaises. Oui, non, mais c'est énorme. Mais par exemple, Gisèle Pelicot, quand on regarde le profil des violeurs, là, elles auraient des motifs, nos féministes de gauche, là, de manifester, parce que ce ne sont pas que des Arabes, hein, on va le dire comme Bien ça. sûr. Et là, pourtant, on les entend pas non plus. On les entend pas beaucoup plus. Mais non, parce qu'en réalité, là, il y a je ne sais plus il y a combien de personnes qui sont accusées. On suit l'actualité tous les jours. J'ai l'impression qu'il y a tous les jours de nouvelles réquisitions. Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, Gisèle Pelicot va être confrontée va faire une confrontation au tribunal face à son bourreau. Mais c'est une affaire bien plus complexe que ça. Mais vous avez raison de le pointer. Les féministes ne l'ont pas pointé du doigt. Mais si ça avait été un cas, une femme blanche, racisée ou quoi, qui se fait violer ou agresser par un homme blanc, on l'aurait pointé, puis on aurait remis en cause le patriarcat du mâle blanc, hétérosexuel, quinquagénaire et cisgenre. Je pense qu'il y a aussi la question du profil de la victime au-delà de celui de l'agresseur. C'est que Philippine, c'est une jeune étudiante sans histoire, de famille catholique, scout, qui était sur le point de se fiancer. Enfin, elle a le profil parfait. Et on a d'ailleurs eu des réactions parfaitement immondes qui disaient « Ah, c'est la petite bourgeoise ». Donc finalement, elle n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit de la plaindre, on n'avait pas le droit de plaindre sa famille. C'est exactement ce qui s'est passé avec le petit Émile. Oui, c'est ça. Non, vous avez raison de le pointer. C'est une part du problème, mais je ne crois pas que ce soit la part majeure. Moi, je crois que ce qui emmerde réellement ces féministes, dans le cas de Philippines, c'est que ce soit un homme sous OQTF qui l'ait tué et qui l'a violé, et que ces féministes aujourd'hui n'ont pas envie de se retrouver dans cette posture et d'être confrontés à la réalité. Ça leur fait trop mal de dire qu'aujourd'hui il y a une problématique avec l'immigration et que l'immigration, à bien des égards, tue et viole nos femmes. Et c'est à ce sujet-là que justement le slogan de Némésis est assez intéressant quand ils disent nous toutes, mais sans certaines, enfin sans elles. Oui. Et c'est exactement ça en fait, la mentalité néo-féministe qu'on constate avec ce collectif Nous toutes qui défilera samedi une fois de plus. J'ai beaucoup d'affection pour Alice Cordier, mais c'est elles les nouvelles féministes, c'est elles les féministes mainstream. C'est pour ça aujourd'hui il n'est même plus convenable de parler de féministes de droite ou de féministes identitaires. Ce sont des féministes, qu'on arrête avec ça. Quand on parle du collectif Nous toutes, on parle pas
pas de féministes d'extrême gauche ou de féministes islamo-gauchistes. Les nouvelles féministes, celles qui défendent les Français, ce sont les féministes du collectif Némésis. Et finalement, en parlant de ces anciennes féministes, des néo-féministes, de nous toutes, d'une certaine manière, on pourrait pas parler d'idéologues plutôt, en fait. C'est juste des idéologues. Bah, c'est comme l'écologie et l'écologisme, quoi. Enfin, en fait, on passe vraiment d'un combat réel à un combat purement idéologique. Totalement. C'est magnifique. Ma réponse. Ça, c'était radical. Et d'ailleurs, pour conclure avec ce sujet, les anciennes féministes, Elisabeth Badinter par exemple, de gauche, maintenant prennent parti pour des collectifs comme Némésis, sans les citer bien sûr, mais justement attaquent, dénoncent les combats binaires des néo-féministes. Oui, mais ça, c'est le syndrome post-traumatique de ceux qui ont gouverné à gauche. Non, mais c'est réel. Toutes les personnes qui ont gouverné à gauche dans ce pays, à un moment donné, ils ont un moment d'éclair, un moment de lucidité, et se disent « Ah oui, ce que j'ai dit tout au long de ma vie, c'était peut-être pas la vérité absolue. » C'est vrai que l'inverse, c'est moins vrai. Ils en reviennent. Ouais. Bah, en réalité, vous connaissez le vieil adage. Si à 20 ans, vous n'êtes pas de gauche, vous n'avez pas de cœur. Si à 40 ans, vous n'êtes pas de droite, vous n'avez pas de tête. Ah, je ne connaissais pas. Je viens de l'inventer. Non plus. Non, je ne l'ai pas inventé. C'est Churchill qui disait ça. Je ne sais qui et Jean d'Ormesson l'a popularisé en France. Ah, excellent. Bravo. Mais d'ailleurs, ça se constate avec, par exemple, Marguerite Stern, qui effectivement l'a connue de l'intérieur, l'a vue et Jean évidemment a pris la... Non, Marguerite Stern, vous avez loupé une étape. Non, mais je suis Marguerite Stern, vous dites, l'a connue de l'intérieur. Le féminisme. Jean d'Ormesson avec les cheveux longs. Bon, ok. Bon, très bien. On parlait de manifestation tout à l'heure, Adouane Kourac, effacez ce sourire de votre visage. Et on va parler de grève. Éric Ciotti a déposé un texte ou un projet de loi pour interdire les grèves pendant les périodes de vacances de Noël. Il a totalement raison. Il a raison. Il a totalement raison. D'ailleurs, on va parler de deux choses finalement. On va en reparler de Bruno Retailleau qui menace. Bruno Retailleau parle de tolérance zéro vis-à-vis des agriculteurs. Des blocages. Des blocages d'agriculteurs. Ouais. Mais je rappelle qu'il n'y a pas de pays sans paysans. Nos agriculteurs, c'est eux qui font la France, c'est eux qui nous nourrissent. Ils sont essentiels à la nation. Aujourd'hui, l'agriculture française est totalement déboussolée. Elle souffre, cette agriculture. Et parler ainsi de nos agriculteurs, les menacer, c'est très problématique. J'aimerais bien que Bruno Retailleau ait la même force de conviction dans l'exécution des OQTF ou dans le traitement et la condamnation de nos délinquants. Pour revenir à Éric Ciotti, qui parle d'empêcher les blocages de ces voyous de la SNCF, car ce sont des voyous, ils paralysent et bloquent systématiquement les Français, et ce, tous les ans, au moment des fêtes de fin d'année. Vous savez, un billet de train, déjà, c'est très très cher. Ça peut monter jusqu'à 200 €. Il y a des gens qui commencent à économiser à partir de septembre, notamment des étudiants, pour aller fêter les fêtes de fin d'année, pour fêter notamment Noël avec leur famille en province. Ils doivent prendre des trains, c'est très très compliqué, et on prive les Français de ce moment de retrouver ce moment de bonheur essentiel. D'autant plus que les cheminots dans ce pays sont plutôt bien lotis. On a supprimé le régime des cheminots il y a quelques années, mais ils sont encore beaucoup à en bénéficier. Les anciens cheminots et même les nouveaux entrants ont plutôt des conditions des conditions de travail plutôt intéressantes vis-à-vis et en comparaison avec d'autres fonctions et d'autres pans de notre société. Donc j'aimerais bien que ces gens soient un peu plus modestes et arrêtent ces menaces, cette prise d'otage pour systématiquement quémander sur le dos des Français. Parce que je trouve que c'est honteux de dire soit vous nous donnez ça, soit on bloque les Français. Mais concernant les propos de Bruno Retailleau, justement, sur cette tolérance zéro en cas de blocage des agriculteurs, il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur de dire si vous bloquez les Français, tolérance zéro. Et la SNCF, quand la SNCF fait des blocages, non seulement ça paralyse le réseau et les voies ferrées, mais il y a également des incidents. C'est des gens qui manifestent. Et là, il y a moins de tolérance zéro. Et là, on parle pas de tolérance zéro, mais pour revenir à ça. Écoutez, si Bruno Retailleau ou si le gouvernement était irréprochable, était parfait, exécutait les OQTF, si les dealers étaient en prison, si les délinquants étaient en prison, si les violeurs, les tueurs étaient en prison, je dirais formidable. Bruno Retailleau est un homme qui prône la tolérance zéro avec tout le monde, mais moi je n'aime pas le deux poids deux mesures mode. Je me permets juste de rebondir sur ce qu'a dit Adouane Kourac parce que je trouve ça intéressant. Il a souligné effectivement les avantages et les privilèges des cheminots. À une époque, on a aboli les privilèges parce qu'on les trouvait injustes ou caduques, on va dire. Aujourd'hui, on constate que c'est la même chose avec ces cheminots qui effectivement, je pense pas qu'on puisse toujours parler de travail pénible. Ce n'est pas les mines d'avant. Non, la réalité c'est qu'ils ont aujourd'hui un moyen de pression
quand vous travaillez dans une entreprise et que vous n'êtes pas contente, si demain Maud Koffler, et je sais que Maud Koffler instaure une ambiance délétère au travail, continuez à vous emmerder, vous ne venez pas travailler, vous allez faire une manifestation avec Liselotte et Adèle devant, vous prenez vos pancartes, vous criez, et vous n'êtes pas payé. Et vous n'emmerdez que les auditeurs de Radio Courtoisie et Maud Koffler, mais je viendrai assurer le service minimum qui est pourtant garanti. Arrêtez de leur donner des idées. SNCF, je peux partir plus tôt du coup. Allez, au revoir. La SNCF, le réalisateur quitte l'émission. La SNCF doit assurer un service minimum. Quand vous travaillez, là on a fait une petite blague, mais en réalité quand vous travaillez dans une usine et que vous n'êtes pas d'accord avec une décision de la direction, vous faites grève, vous n'êtes pas payé, vous allez faire une manifestation et ça n'emmerde finalement que l'usine parce que vous paralysez la production et vous n'êtes pas payé. Or la SNCF aujourd'hui paralyse tout un pays et décide de prendre en otage les Français. Je considère que c'est un luxe, c'est un mauvais luxe. Il y a les électriciens, il y a aussi les gens qui font du pétrole, les raffineries, tout ça, qui peuvent paralyser le pays ou en tout cas le calmer. Il n'y a pas que la SNCF, mais oui, c'est vrai. Mais souvent, oui, mais c'est vrai qu'on parle de ce qui se reproduit chaque année, à chaque vacances. Et qui est d'ailleurs influencé et beaucoup soutenu par toute une caste d'extrême gauche. Il faut savoir aussi que ces corporations-là, je pense à la SNCF, les cheminots, mais aussi aux Dockers, par exemple, ils ont toujours eu une espèce de... Enfin, ça, c'était à l'époque, dans le temps, mais c'était une espèce de solidarité. Ils disaient, nous, on a un pouvoir de nuisance, donc on peut obtenir des choses, donc on se fait en quelque sorte un peu les porte-couteaux des autres salariés qui ne peuvent pas le faire. À l'origine, c'était commencé comme ça. Maintenant, certainement que c'est... Mais vous aussi, Franck, vous avez un pouvoir de nuisance, vous êtes le réalisateur de cette émission. Si vous voulez la saboter, vous pouvez la saboter. Exactement. Mais si le président nous écoute... Ça ne paralysera en réalité que les auditeurs de Radio. Oui, pas tous les Français, malheureusement. Et puis les personnes présentes dans ce studio, finalement, ce sera une discussion entre nous. Mais on en privera les Français. C'est n'importe quoi, Liselotte. Oui, pour reparler rapidement du Mercosur, on a reçu pas mal de monde pour en parler sur ce plateau. Et il semblerait que pour certains, finalement, le gouvernement soit coincé, que les décisions ne dépendent même pas d'Emmanuel Macron ou d'un quelconque ministre. Donc finalement, cette révolte des agriculteurs, on comprend qu'elle soit légitime. Et néanmoins, qu'est-ce que doit faire le gouvernement ? Parce que, a priori, il ne peut même plus répondre aux inquiétudes et aux demandes de son propre peuple. Désobéir à l'Union européenne, notamment, et à tous ces traités internationaux qui nous emmerdent. On est la France, merde, à un moment donné. Le Danemark désobéit. Les Pays-Bas désobéissent à l'Union européenne sur d'autres sujets. Et nous, la France, 5e puissance mondiale, première puissance de l'Union européenne avec l'Allemagne, nous n'arrivons pas à désobéir à l'Union européenne. À un moment donné, soit on désobéit, soit on en sort. Qu'on l'a fondée en plus. On l'a fondée, oui. Oui, c'est pas faux. Rendons à César ce qui est à César. Est-ce que justement je rebondis sur ça justement, sur les questions de souveraineté, le fait de se défaire peut-être du joug de Bruxelles dont on parle beaucoup, souvent derrière Bruxelles on voit effectivement l'Amérique. Vous revenez des États-Unis avec la victoire de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que ça pourrait donner, c'est vrai, d'une certaine manière, un sursaut de souveraineté à la France et à l'Europe beaucoup plus largement? Moi, je suis un souverainiste, un journaliste et humoriste depuis ce matin, depuis cette chronique souverainiste. Non, plus sérieusement, je suis souverainiste. Je considère que, en fait, en réalité, les États-Unis ne votent pas pour des raisons de souveraineté. Les États-Unis votent pour leurs intérêts. Et s'ils ont massivement voté pour Donald Trump, le référendum c'était un référendum. La question était, vivez-vous mieux sous Donald Trump ou avec Joe Biden et les démocrates? Visiblement, les Américains vivaient mieux avec Donald Trump. Pourquoi? Parce que c'était la fin de l'ingérence. C'était la fin de l'Amérique qui sème le chaos. C'était la fin de l'Amérique qui s'ingère dans les affaires du monde. C'était la fin finalement de l'ingérence américaine et c'était plus pour les Américains et moins pour les autres. Moi, je pense qu'il faut une Amérique dure, une Amérique souveraine, même avec nous, pour nous pousser au sursaut. Moi, je pense que c'est des conneries quand j'entends parler d'État fédéral européen, d'Union fédérale européenne, d'États-Unis d'Europe. C'est une vaste connerie. La France a encore aujourd'hui les moyens, et je continue à l'espérer puisque je suis de nature plutôt optimiste, a encore la possibilité de se faire entendre. On est la France, on a fait des grandes choses, on a façonné le monde pendant tant d'années. On n'est pas un petit pays, on est un pays qui a encore beaucoup de choses à dire au monde. Et avec des États-Unis qui prônent la fin de cette ingérence, ça va peut-être nous pousser au sursaut. Avec Emmanuel Macron, c'est compliqué, puisque rappelons-le, dans cette Union européenne, on a presque des États-Unis d'Europe. En réalité, Emmanuel Macron se comporte comme le gouverneur du Michigan ou du Nevada. La vraie présidente de cet État fédéral des États-Unis d'Europe, c'est Ursula von der Leyen. Et quand vous êtes le gouverneur du Nevada, vous avez certes un peu de pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir
décisionnelle suprême. Vous parlez de la place, de l'importance de la France dans l'Union européenne, dans le monde. Dans le monde, allez, allons-y. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ça, c'est vraiment partagé par les Français ? Est-ce qu'on a envie de retrouver cette espèce de fierté Je suis convaincu que les Français sont très patriotes. Moi, hier, je regardais BFM TV, j'ai eu envie de casser ma télévision lorsque j'ai entendu le mot citoyen européen. La citoyenneté européenne n'existe pas. Ça peut-être Christophe Barbier. Mais je ne suis pas sûr, je vais le vérifier. Qu'on salue. Je vais le vérifier, non mais j'aime beaucoup Christophe, on lui fait un bisou, mais je vais le vérifier, je lui attribue des propos qui peut-être ne sont pas à lui. Mais en tout cas, il était sur le plateau. Si ce n'est pas lui, c'est son frère. Non mais il était sur le plateau en tout cas. C'était un homme avec une écharpe rouge. Il est complice. C'était sans doute Christophe Barbier, oui. Mais plus sérieusement, quelle était votre question ? Non, c'était de savoir si les Français ont envie de retrouver cette espèce de fierté. Par exemple, les Français, mais en fait, je reviens des États-Unis, on n'est jamais plus fier d'être français qu'à l'étranger. Oui, d'accord. En fait, à l'étranger, faisons tous un stage. Non, mais à l'étranger, on se rend compte que la France rayonne. Ce qu'on exporte, tout le monde me parlait de la France aux États-Unis, les gens me parlaient du terroir français, les gens me parlaient de notre culture. Ils parlent du camembert, ils sont contents. Non, les gens ont parlé de Gaulle, les gens ont parlé de notre histoire. Les gens, Quand vous dites les gens, c'est quel type de... L'Américain en général. Okay. Le démocrate comme le républicain. La France, ça compte. La France, ça représente encore quelque chose dans le monde. Paris représente quelque chose. J'ai beaucoup aimé New York, c'est très sympa, mais New York n'arrive pas à la cheville de la beauté de Paris. Non mais d'accord, non mais c'est joli, mais je veux dire, la France représente beaucoup dans le monde, est-ce qu'elle représente beaucoup dans la France ? Par exemple... C'est tout le drame. Aujourd'hui, on continue à représenter dans l'esprit des gens, la France continue à représenter quelque chose. Mais pour nous Français, enfin pas pour nous Français, mais pour nos gouvernants, les gouvernants que nous avons aujourd'hui, la France n'est plus rien si ce n'est un État fédéré dans l'État fédéral de l'Union européenne. Mais ça, c'est un problème avec nos dirigeants. Je suis sûr et certain qu'à un moment donné, il y aura un sursaut. Vous savez, Venise, aussi petite soit-elle, a dominé le monde par le sursaut de son peuple. Le sursaut viendra des Français. Ça donne envie, en tout cas. Président. Hein. Oui, d'ailleurs, par ailleurs, je réfléchis à ma candidature. Vous avez pas je ne me présenterai qu'à une seule condition, si les conditions du rassemblement derrière ma candidature sont réunies. Oui, bon. Le nouveau candidat de on vous réinvitera en tant que candidat la semaine prochaine. Il faut aller au Salon des maires, là, comme ça, vous pouvez récupérer des signatures, c'est pas mal. Je vais au Salon des maires cet après-midi. Je veux y aller avec vous. Pour ces 500 signatures. Alors, cet après-midi, c'est David Lisnard, en plus, qui prend la parole vers 14h, si je ne me trompe pas. Je vais rejoindre l'interview de l'Association des policiers municipaux de France, qui sont des personnes qui ont de grandes difficultés aujourd'hui, qui ont envie de compter dans la sécurité des Français. C'est des gens qui, finalement, sont très utiles à notre sécurité, qui permettent de désenclaver la charge de travail de nos policiers nationaux en les laissant se concentrer sur d'autres problématiques, mais eux assurent une sécurité au quotidien dans nos villes. Et c'est des personnes que nos villes continuent à maltraiter, hélas, alors que ce sont des gens très très importants. Et à mal employer aussi. Et à mal employer. Même des PV et tout ça. Non, mais ils ont mauvaise presse parce qu'ils subissent justement les ordres finalement de municipalités qui cherchent à faire de l'argent par tout moyen. Mais les policiers municipaux sont des gens exemplaires comme toutes les personnes qui décident de travailler pour l'intérêt général et pour l'intérêt suprême des Français. En une minute, Redouane Kourek, vous étiez aux États-Unis. Est-ce qu'aux États-Unis, on parle de la politique française ? Oui, j'ai rencontré un juge fédéral qui m'a dit Macron a fait une connerie. Pourquoi il a dissous l'Assemblée nationale ? Pourquoi vous souriez, Maud ? Non. Bah, du pourquoi Macron a dissous l'Assemblée nationale. Mais il n'en a pas fait qu'une. Il tout le monde s'est posé la question. Oui, mais à l'international, on ne s'intéresse pas à la poloche. On s'intéresse finalement à la politique, à la grande politique. Et dissoudre l'Assemblée nationale, ça résulte quand même d'un acte qui est quand même très très fort et qui aux États-Unis. Ouais, donc ça a marqué même aux États-Unis. Bah, les Américains étaient plutôt dans l'incompréhension. En tout cas, on aimerait tous avoir la réponse à la question de ce juge fédéral. Le traitement du résultat en France, est-ce que ça a choqué aux États-Unis la façon dont il y a eu ce front populaire les Américains n'ont pas beaucoup compris pourquoi Michel Barnier était Premier ministre. Plusieurs Américains pensaient que Michel Barnier était justement le président du Rassemblement national. Non, mais ça me dit autre chose. Pour les Américains, le Rassemblement national est arrivé en tête. C'est lui qui devait gouverner. Et beaucoup d'Américains pensent que en fait, les Américains font du fast-checking. Ils voient une information, le Rassemblement national est en tête, donc le Rassemblement national va gouverner. Aux États-Unis, le 6 novembre, on ne parlait plus de l'élection américaine. Je me
me souviens je finis en Pennsylvanie, j'échange avec un homme, je lui pose une question sur l'élection américaine, il me dit mais pourquoi vous me parlez de l'élection américaine, c'est loin, c'était hier. Waouh. Bah allez, on rend deux par Beaucoup deux. de bruit pour rien alors sur Donald Trump. Hein. C'est la police maintenant qui réclame la fin de l'émission. Merci beaucoup Radouane Kourak pour cette édition pleine d'énergie. Merci.